Je suis Catherine Légère, co-organisatrice du prochain colloque international Les Français d'ici, qui porte sur les variétés de français en Amérique du Nord et qui se tiendra à l'Université de Victoria. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette capsule linguistique de la CFAN Myriam Bergeron-Maguire, qui est maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. Les enseignements de Myriam Bergeron-Maguire portent sur la variation du français dans le temps et dans l'espace. Elle a en outre enseigné au Canada et en Suisse. Formée d'abord à l'Université Laval à Québec, elle s'est installée en France où elle a réalisé sa thèse de doctorat. Ses recherches portent sur le français du XVIIe siècle, au moment où commence une grande période de diffusion de cette langue à travers le monde, notamment en Amérique du Nord. Elle a soutenu une habilitation à diriger des recherches qui comprend un ouvrage intitulé Le français au XVIIe et XVIIIe siècle, dans l'ouest de la France, aux Antilles et aux Mascarengues, le témoignage des lettres privées des Price Papers. Elle va nous donner quelques éléments de réponse à la question suivante. D'où viennent les variétés de français en Amérique du Nord? Alors, quand on pense aux Français en Amérique du Nord, que ce soit au Québec, en Acadie ou en Louisiane, qui sont les trois principaux foyers de l'implantation historique du français sur le continent nord-américain, on constate qu'elles diffèrent entre elles, mais aussi qu'elles se ressemblent beaucoup sur certains points. Et c'est que ces variétés, elles partagent une origine commune qui remonte à la première période d'expansion coloniale de la France qui s'est produite au début du XVIIe siècle. Et cet ancêtre commun, c'était un français oral qui était parlé par la population qui est venue peupler l'Amérique à l'époque. Et cette mosaïque humaine était composée d'individus qui appartenaient à plusieurs couches de l'espace social, à différents corps de métier et provenaient en majorité de régions situées dans l'ouest de la France. Alors, la première chose qu'on dira sur ce français oral, c'est que c'était d'abord et avant tout une langue seconde pour plusieurs des colons, puisque leur langue maternelle était, pour un grand nombre d'entre eux, des langues régionales qui étaient traditionnellement parlées en France jusqu'au siècle dernier, qui étaient des langues qui étaient génétiquement proches du français, mais qui étaient à la fois suffisamment éloignées de lui pour constituer des langues à part entière. Et le français des colons était naturellement teinté par ces langues traditionnelles qu'ils parlaient comme langue maternelle. Le français qu'il parlait était avant tout une réalité orale, donc marquée par un certain nombre de traits populaires, qui étaient caractéristiques d'un français ordinaire répandu en France avant la Révolution. Donc ce français ordinaire, il était assez éloigné du français écrit très soigné qu'on rencontre sous la plume de grands auteurs de l'époque classique comme Racine, Corneille, etc. Et c'est précisément de ce décalage-là dont il faut être conscient quand on décrit la genèse des Français en Amérique du Nord, c'est que entre le témoignage d'un Français très soigné qu'on obtient en examinant des textes littéraires de l'époque et le français qui était réellement pratiqué par la population qui est venue s'installer en Amérique, il y a de grandes différences. On ajoute à ça que lorsqu'une langue est transportée dans un nouveau territoire, elle ne reste évidemment jamais figée. Elle s'adapte, elle se réorganise. Et c'est ce qui fait que, contrairement à ce qu'on entend souvent, les variétés du français en Amérique du Nord ne sont pas du vieux français. Elles ont innové à leur manière dans un nouvel environnement social, géographique, et se sont façonnées au fil du temps, au contact de cultures différentes, de langues différentes, donc les langues amérindiennes, l'anglais. On a très peu de témoignages directs de ce français oral. D'une part parce que on dispose évidemment pas d'enregistrement sonore pour l'époque, et d'autre part parce que la majorité des sources qu'on a examinées jusqu'à très récemment étaient des textes très proches d'un français normé, inspiré des modèles académiques. Et ça crée donc une difficulté majeure pour les linguistes, puisque reconstruire une réalité orale à partir de sources écrites très corsetées, c'était évidemment une mission impossible. Donc, on a dû s'appuyer sur des indices dispersés dans d'autres types de textes, donc des documents administratifs, des lettres, des témoignages de voyageurs, etc. Et il y a plusieurs générations de chercheurs qui ont consacré leur carrière à examiner et à étudier de très près ces sources-là pour y déceler des traces de ce français oral de jadis.
Et c'est aussi dans cette lignée-là que s'inscrit ce qu'on fait dans le cadre du projet de recherche que je dirige, qui s'intitule Macintosh, qui est un sigle qui signifie Missing Half the Picture, Classical, Not So Classical French. Et c'est un projet dans lequel on examine des lettres familiales qui ont été interceptées sur des navires français par des corsaires britanniques durant les guerres de course qui ont opposé la France et l'Angleterre au XVIIe et XVIIIe siècle. Et ce sont des lettres qui ont été échangées dans les deux sens, entre l'Europe et l'Amérique. Et ces lettres, elles présentent l'avantage d'avoir été écrites par des correspondants qui étaient des proches, qui étaient en grande majorité originaires de l'ouest de la France et qui étaient pour une grande partie d'entre eux ce qu'on appelle des peu lettrés. Donc, c'était des gens qui avaient appris à lire et à écrire sommairement. Et donc, leur français écrit s'éloigne parfois assez radicalement du français académique. Ça a pour effet de faire émerger sous leur plume des traits de l'oralité pour lesquels on n'avait aucun témoignage direct auparavant. Et on contribue donc, en étudiant ces lettres, à documenter et à décrire le français oral de l'époque à une période où cette langue était en train de se diffuser massivement à travers le monde, ce qui constitue une étape essentielle si on veut mieux connaître un jour cet ancêtre commun qui est le terreau sur lequel se fondent les variétés du français en Amérique du Nord.